Salut à tous et bienvenue sur Frontières, le podcast qui vous emmène à la rencontre de l'invisible. Alors je suis Benoît Young, magnétiseur et énergéticien, et je suis ravi de vous accueillir dans cet espace où l'on va parler des énergies subtiles et de celles et ceux qui les côtoient au quotidien. Tous les mois, je reçois un invité pour une interview dans laquelle il nous parlera de son parcours, de ses doutes, de ses réussites, et de sa façon de faire, dans le but de rendre sa pratique concrète et accessible à tous. Que vous soyez un praticien aguerri qui cherche à échanger, un curieux qui veut comprendre, ou même simplement un sceptique, eh bien vous êtes arrivé au bon endroit. Alors si vous êtes prêt à dépasser les idées reçues et à explorer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, dans le monde de l'invisible, eh bien ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, et en audio sur les principales plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Maintenant, place à l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Mélanie. Merci à toi de m'accorder cette interview. Donc aujourd'hui, on va parler de médiumnité. Et alors, avant de démarrer, je voulais te remercier. D'une part, oui, d'avoir accepté cette interview, mais parce que grâce au groupe que tu as créé sur Facebook, un groupe d'entraide en fait, moi, ça m'a permis de faire mes premières armes grâce aux gens qui ont bien voulu servir de cobayes. Et puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens avec qui je suis en contact maintenant régulièrement, qui m'ont pas mal fait avancer, notamment quelqu'un là, qui a permis la création de ce podcast là. Alors vraiment, sois-en remercié, parce que ça a été un bon coup de pouce là depuis, ça fait 2 ans que je fréquente ton groupe là, et donc moi ça a été un bon coup de pouce pour moi, et vraiment merci beaucoup pour ça quoi, hein. Je tenais vraiment à le dire d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, donc, je te reçois en qualité de médium. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu comment t'en es arrivé à faire médium, comment cette activité est entrée dans ta vie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, ça s'est déclaré chez moi à l'âge de 30 ans, de manière totalement fortuite. Donc ça a été un grand chamboulement dans ma vie du jour au lendemain, contrairement à certains médiums qui naissent avec des capacités qui se développent au fil du temps et dont ils ont conscience déjà tout petit, en grandissant, etc. Pour ma part, ça n'a pas été ça du tout. Alors oui et non, on y reviendra après, mais donc c'est-à-dire que je vivais ma petite vie tranquille. J'ai été élevée de manière athée, sans croyance particulière. Je travaillais, et puis est arrivé un moment dans ma vie où la garde des enfants était devenue compliquée, et du coup j'ai décidé de d'arrêter le contrat que j'avais pour me mettre à mon compte en tant que formatrice. Donc je travaillais dans le médico-social, vraiment quelque chose de terre à terre. On a des choses qui sont très protocolaires, etc. Et on venait d'acheter une maison ancienne avec mon ex-mari, et puis un jour il me dit écoute, j'ai entendu parler dans le babyphone. Et là je rigole, je me dis il me fait une blague, et en fait c'était pas une blague. Et puis de toute façon c'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on y vivait et qu'il y avait des choses un peu étranges, un peu inexplicables, mais moi qui étais très très raisonnée, j'essayais toujours de trouver une explication rationnelle en fait. Sauf que là, vraiment, c'est vrai que, tout cumulé, et je venais juste d'arrêter le travail, et je lui dis, écoute, du coup, lundi, je travaille pas, j'aurai le temps de jeter un œil. Et donc, c'est en allant sur un forum de partage, donc, autour du paranormal et de la médiumnité, que, en faisant défiler, les gens avaient posté des photos, des lieux, d'eux-mêmes, de défunts, etc., Et en faisant défiler les photos, j'ai des choses qui m'apparaissaient ou qui me venaient, des idées, des mots, des choses comme ça. Et donc j'ai cliqué sur chacune des photos, et en lisant les commentaires, c'était exactement ce que j'avais ressenti. Ah ouais. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai fini chez le médecin
en lui faisant mon propre diagnostic, puisque je bossais dans le milieu. J'ai dit, voilà, je deviens schizophrène. Bon, ça l'a fait rire, moi, un peu moins. Il m'a dit, bon, si ça va pas mieux, dans 15 jours, je vous hospitalise. Et là, je me suis dit, je ne peux pas finir en asile, c'est pas possible, il doit y avoir une autre explication. Et puis dans la maison, les phénomènes commençaient à s'accentuer. J'ai une amie qui a fait venir sa mère, qui était elle-même médium et qui a donc fait un nettoyage qui était vraiment nécessaire dans la maison. Et elle m'a dit, t'es médium. La bonne blague. Tu vois, c'est le truc, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, il faut que tu te testes. Et donc, j'ai décidé pendant plus d'1 an et demi de me mettre sur les forums. Et je faisais ça totalement bénévolement. Donc, comme vous pouvez le faire actuellement sur le groupe que j'ai créé, qui s'appelle Groupe Test et Entraide, sur Facebook, où effectivement, on se teste, on essaye, on cherche, on tâtonne, on explore un petit peu ce qui se passe en nous. Et donc, prioritairement, moi, c'était la voyance et la médiumnité à l'époque. Et puis, moi, je suis très, très pragmatique. Je tenais un tableau Excel avec toutes les réponses que je donnais et j'avais des pourcentages. Et à la fin, au bout d'une centaine de sessions comme ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, le pourcentage est assez élevé. Alors, on peut dire des fois, t'as des réponses bateau, t'as de la chance, mais il y a des trucs que tu peux pas inventer. Il y a des choses, c'est improbable, quoi. C'est vraiment... Donc, j'ai commencé à croire moi-même à ces facultés. Mais voilà, pendant 2 ans, ça a quand même été un peu compliqué. C'est quelque chose que je connaissais absolument pas. C'est un milieu qui ne me parlait pas, que j'avais jamais exploré. Pour moi, au mieux, c'était des conneries. Au pire, c'était du charlatanisme. Et me voilà transposée là-dedans du jour au lendemain, quoi. Et donc ça, c'était il y a 15 ans. D'accord. Ah, c'est marrant parce que j'ai à peu près exactement le même parcours, quoi. Je suis arrivé dans une maison hantée, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est un copain qui m'a dit, ouais, il se passe des trucs chez toi. Bon, arrête un peu. D'accord, ouais, donc c'est vrai, c'est pas comme beaucoup qui naissent comme ça ou qui, je sais pas, suite à un choc émotionnel qui peut arriver. Toi, c'est vraiment un changement un peu dans ta vie. Ouais, voilà, ça te tombe dessus, t'as rien demandé. Pourquoi moi? Exactement. Ça a été ça pendant 2 ans. Je l'ai beaucoup répété. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Ça a été vraiment presque une douleur pour moi de ne pas comprendre ce qu'on attendait de moi et pourquoi on m'avait choisi. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je sais très bien que c'est pas on m'a choisi, c'est mon âme qui a choisi d'incarner ça. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué. Moi qui suis très analytique, tu vois, alors j'ai besoin de tout comprendre, etc. Et là, il y a tellement de subtil que tu ne comprends pas. Par contre, j'ai fait des liens avec des épisodes de vie où j'étais petite, voire après vers l'adolescence, où j'avais des choses déjà, mais que j'avais absolument pas, tu vois, compris sous cette facette-là, quoi. C'était soit un rêve, soit de la chance. Bon, après tu le regardes avec un autre œil, voilà. Et tu te dis, ah ouais, non, c'était peut-être... Tu rembobines ta vie à l'envers et tu te rends compte que finalement, c'est depuis que t'es tout petit, quoi. C'est ça. Comment est-ce que tu définis justement ce que c'est qu'un médium? C'est quoi un médium? Alors, je vais revenir sur la question initiale, mais pour ma part, ça fait quelques années que mes guides spirituels m'ont donné une appellation. Je me suis levée un dimanche matin, ils m'ont dit maintenant ce sera médium holisticienne. Ok. Voilà, il faut savoir qu'on est un petit peu guidé quand même et qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc médium holisticienne, pourquoi? Parce qu'ils estiment que je ne fais pas que de la médiumnité, je vais y revenir. Et donc comme ma palette est plus large, l'holistique c'est un ensemble de pratiques bien-être et spiritualistes donc le terme me permet d'être un peu plus large sur ce que je propose. La médiumnité, le médium c'est le milieu. Donc c'est être au milieu de la sphère terrestre, de notre humanité. Et donc le médium, il se retrouve un petit peu entre les deux, entre cette vibration terrestre et la vibration céleste, où on va retrouver des défunts, mais pas seulement, on va retrouver des guides spirituels, parfois des maîtres ascensionnés, des communications d'âme à âme. Et donc nous, on est ce milieu médium, en anglo-saxon. Et de ce fait, le médium, c'est celui qui se retrouve au milieu de ces deux mondes et qui a
la facilité, la possibilité de communiquer entre les deux et de créer un genre de pont, un genre de lien. Il faut savoir qu'on est tous médiums, on a tous cette capacité, on a tous cette faculté. Encore faut-il en avoir conscience et puis après avoir envie de le travailler. Maintenant, si ton âme n'a pas choisi que ton chemin de vie en particulier, ce sera la médiumnité, bon bah t'en feras un petit peu, t'auras quelques messages qui vont te venir, mais ce sera pas flagrant. Tout le monde peut être boucher, ou tout le monde peut être fleuriste ou garagiste, mais c'est pas pour autant le rôle qui nous a été attribué quand on s'est incarné. La médiumnité, c'est pareil. Comment là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment tu as développé ces capacités. Est-ce que tu as suivi des formations ou est-ce que tout de suite, dès que tu en as pris conscience, pour toi, c'était évident, il faut que je fasse comme ça, et puis voilà. Comment ça se passe ? Ni l'un, ni l'autre. C'était absolument pas une évidence, puisque comme je t'ai dit, je n'y connaissais rien, mais vraiment rien du tout, quoi. Tu vois, là, on en parle, il y a peut-être des gens qui ont déjà regardé des vidéos, qui sont intéressés par le sujet. Moi, pas du tout. Donc, je n'avais aucune base. Je suis partie donc de zéro, de rien, et j'ai pas eu du tout l'idée de me former, ce qui est absolument paradoxal, puisque j'étais moi-même formatrice. Donc, tu vois, ça aurait dû m'inspirer en disant, tiens, j'y connais rien, je vais aller me former. Et en fait, je me suis formée de manière assez autodidacte, puisque initialement, je n'y croyais pas, je ne voulais pas non plus adhérer à ça, et j'étais en train de monter moi-même ma propre entreprise de formation dans le médico-social. Donc, je faisais ça, si tu veux, voilà, un peu à côté, par curiosité, bon. Et puis, c'est en évoluant. Donc, je me suis juste testée comme on m'a dit de le faire. Donc, j'avais des gens, je disais, je suis là en test, allez-y, envoyez-moi vos photos. Donc, les gens m'envoyaient des photos, soit de défunts, soit d'eux, pour des voyances, des guidances, ou un contact défunt. Moi, je disais ce que j'entendais, ce que je voyais, ni plus, ni moins. Je cherchais pas plus que ça. D'accord. Et donc, ça parlait aux gens, j'avais des réponses positives, et c'est parce que j'étais entourée notamment de 2 amies qui étaient dans le métier, une dans le métier et une très intéressée depuis des années. C'est elles qui m'ont dit, est-ce que tu connais tes guides spirituels ? Comment ? Mais quoi ? Tu vois, et donc elles m'en ont parlé. Après, je me suis intéressée, j'ai acheté des livres, je suis allée regarder des vidéos, mais j'ai été très très autodidacte. Donc, je me suis formée sur des thématiques spécifiques, mais sur le tard. Tu vois, sur le transgénérationnel, qui est très, c'est encore une branche un petit peu à part. Mais toute la médiumnité, la voyance, la cartomancie, je me suis formée toute seule. Donc, j'ai beaucoup suivi finalement mon intuition, et j'ai aussi été à un moment donné guidée, formée par un de mes défunts proches, qui est venu un jour parce que je doutais, même si je doute moins, mais au bout de 15 ans il va falloir, mais il y a encore quelques années où je sortais d'une séance, je me souviens, et puis je me disais, est-ce que quand même c'est pas des conneries tout ça ? Et donc il est venu par clairaudience, il me dit, mais t'as vraiment l'air con, hein. Bon, je lui ai dit, c'est sympa, dis donc, il dit, bonjour. Et il me dit, mais non, mais écoute, que tu doutes de toi, c'est une chose, mais là, tu doutes de nous. Alors, je lui dis, non, je me sentais devenir toute rouge, tu vois, toute gênée. Il me dit, en fait, on te transmet, tu dois te transmettre, point. Il n'y a pas d'interprétation à avoir, il n'y a pas de jugement à donner. Tu reçois, tu donnes, ça s'arrête là. Et à partir de là, mes séances ont complètement changé, parce que j'étais beaucoup moins dans le doute, j'accueille. Voilà. Et d'ailleurs, encore récemment, j'ai des gens qui me disent, oh non, je vois pas du tout, et qui le soir même m'envoient un mail en me disant, ah oui, j'ai retrouvé. Donc je ne doute plus, moi, je sais pas, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je me mettais à part, je fais le tuyau, je transmets, les gens accueillent, voilà. Et quand ça parle pas sur l'instant, ça parle forcément à un moment, et ils me renvoient un message en disant, oui, je me rappelais plus, mais... Ou alors je ne savais pas, mais maman m'en a parlé, effectivement. Comme je dis souvent, tu te places dans le rôle un peu du facteur, quoi. Ouais, c'est ça. À l'enveloppe, oui, tenez, cadeau. Et puis, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà, c'est pour vous. Et puis après, les gens font ce qu'ils ont envie de faire.
Ouais. Et si la personne ne sait pas lire, bah, tu lui lis le courrier. Et si elle ne comprend pas, bah, ça ne t'appartient pas. Voilà, Ouais, c'est ça. Ok. Alors, on va avancer un peu plus dans le concret des choses, parce que là, tu nous as sorti une rafale de mots un peu techniques. J'avoue. Ouais. Et comme l'idée de ce podcast, c'est de s'adresser à des gens qui ont un pied dans, alors, on va dire, dans l'énergétique pour aller vite, mais aussi à tout le monde, en fait. Hein. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur les définitions de termes que tu as employés, comme par exemple un guide spirituel? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, c'est vrai ce que tu dis, et c'est important parce que je fais une petite parenthèse, mais qui est en lien. Ça me tient très à cœur depuis le début de ma pratique d'être la plus abordable possible. Donc, j'essaye toujours d'avoir dans mes vidéos beaucoup d'humour déjà, et puis de simplicité, et j'essaye d'expliquer. Et alors, c'est vrai, des fois, quand on est dans le milieu, on a un jargon qui nous est habituel et qu'on ne prend peut-être pas toujours le temps de réexpliquer. Un guide spirituel, alors bon, comme je te dis, je l'ai découvert au début de ma pratique sans savoir ce que c'était. En réalité, il s'agit d'un être énergétique qui se situe sur le plan céleste. Je rappelle que nous, on est sur le plan terrestre, donc imaginez dans le ciel, hein, voilà, c'est comme ça qu'on va souvent le visualiser. Et donc, on a tous des guides spirituels, c'est différent des anges gardiens, je vais refaire la différence après. Et donc, on peut en avoir un à 3, exceptionnellement 4, et ils changent tout au long de notre vie. C'est-à-dire que quand je suis née, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que j'avais 2 guides, voilà, et puis à l'âge de 5 ans, j'en avais plus qu'un, et puis après, il est parti, j'en ai eu 3 nouveaux, et ainsi de suite. Nos guides spirituels, ils sont là pour nous accompagner sur notre chemin de vie. Alors, quand on les canalise comme moi, bon, bah, c'est cool, hein, si tu veux. Moi, je canalise par écrit beaucoup, donc je reçois les messages comme ça, j'entends, c'est facile. Quand c'est pas le cas, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais attends, comment tu veux que je sache si j'en ai, ce qu'ils font? Alors, c'est pas si j'en ai, tout le monde en a et tout le temps. Voilà, on n'est jamais abandonné. Mais parfois, effectivement, on les écoute pas, on les entend pas, on les ressent pas. Quand c'est ça, on va travailler avec les signes, les synchronicités. Nos guides vont toujours essayer de nous faire aller vers le chemin qui est censé être le nôtre, mais ils n'intercèdent pas. C'est-à-dire qu'ils sont là pour nous accompagner, mais ils ne vont jamais faire à notre place et ils ne vont jamais prendre de décision pour nous. Donc on suit ou on ne suit pas. Voilà, ça après, ça nous appartient. Donc les guides spirituels, ils vont venir compléter les 3 anges gardiens de naissance qu'on a. Quand on est, selon le lieu où on est, selon la date et l'heure de naissance, on a 3 anges gardiens qui nous sont attribués. Il y en a 72, je crois, ou 74. Donc, je ne suis pas angéologue, hein, c'est pas quelque chose qui m'avait particulièrement attirée dans ma pratique. Et donc, on en a 3 qui resteront, eux, tout au long de notre vie. On en a un plus sur la vie émotionnelle, sentimentale, un sur le côté un peu chance, opportunité, protection, etc. Et puis, un autre plus sur le personnel. Et à côté de ça, on va avoir un guide, 2 guides, 3 guides qui vont être là. Pareil, chacun va avoir si on n'a qu'un guide, souvent j'ai tendance à dire « Oh, vous avez qu'un guide, tout va bien dans votre vie ». Quand on a 2, bon, il y a déjà plus de complexité. Quand on a 3, c'est qu'il y a du changement. C'est pas négatif, mais c'est qu'il y a du changement. Il y en a un qui va être là pour le travail, il y en a un qui va être là pour gérer les urgences, peut-être les situations, voilà. Un qui va gérer plus le côté émotionnel. Enfin, chacun va avoir une mission. Et donc, moins on en a, mieux c'est. Par exemple, tu trouves un tournant important de ta vie, j'en sais rien, tu changes de boulot et en même temps, j'en sais rien, tu te sépares et en même temps, tu Pas fais... un problème de santé, par exemple. Ouais, c'est ça, voilà. Donc là, t'as le tiers combo. également et, Ouais. Alors, c'est vrai que parfois, on peut se sentir démuni ou abandonné. Hein. Ça, c'est humain, c'est normal d'avoir ce sentiment-là. Mais il faut savoir que c'est pas réel. Donc, on a toujours la possibilité de communiquer avec eux, de les solliciter. Et ça, c'est important de le savoir, c'est que les guides spirituels sont vraiment là pour nous. Si on les sollicite pas, tu sais, c'est comme les doigts, là, le fameux tableau de la main de Dieu où ils se touchent pas. Ils y sont presque, mais ils se touchent pas. Mais donc, c'est un peu ça, les guides. J'aime bien donner cette image-là. Si tu n'avances pas ta main pour leur demander la leur, ils n'avanceront pas plus que ça. Ils ne vont pas s'immiscer. Par contre, si tu demandes de l'aide, là, ils peuvent.
Donc ça, c'est les guides. Donc Les toi, tu guides. arrives à te connecter avec ces énergies-là, on va dire. Ouais, Hein. tout à fait. Ouais. Ok. Tu as parlé aussi à un moment donné de maîtres ascensionnés. Ouais. Alors ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai parlé des anges gardiens, j'ai Oui. parlé des guides spirituels, on a aussi les archanges et les maîtres ascensionnés. Alors, les archanges, j'ai envie de dire que ce sont des chefs des anges, je vais le dire comme ça, on va le dire comme ça. Il y en a 12, on va retrouver par exemple l'archange Raphaël, ou l'archange Michael. Alors l'archange Raphaël, il est assez connu pour la guérison avec une énergie verte. L'archange Michael, notamment très connu au mont Saint-Michel. Michael, c'est la même énergie. Et donc l'archange Michael, il est là en protection, mais aussi pour couper avec son épée, couper les situations difficiles, etc. Ça, ce sont 2 archanges très connus. Bon, vous irez découvrir les autres si ça vous intéresse. Et donc là, ils sont là un peu pour tout le monde quand on les sollicite. Et ensuite, vous avez les maîtres ascensionnés qui, eux, sont des figures terrestres, je vais revenir sur cette notion-là, qui ont existé sur Terre, comme par exemple, on va retrouver dans les maîtres ascensionnés Bouddha, Jésus, Marie. Alors Jésus, on ne le retrouve pas sous ce nom-là, on le retrouve sous le nom de Sananda, mais enfin, voilà, c'est son autre nom. Et donc là, ce sont des énergies fortes, puissantes, qui ont œuvré sur Terre et qui ont eu vraiment une grande importance et qui ont une énergie telle que, pareil, on peut les solliciter pour des enseignements. Là, c'est pas pour une protection ou autre, mais c'est plus pour de l'enseignement. Alors, je reviens sur la notion de terrestre. Les anges gardiens n'ont jamais été incarnés sur Terre. Ce sont vraiment des énergies célestes, comme les archanges. Par contre, les guides spirituels, ce sont des gens comme toi et moi, qui ont fini leur cycle d'incarnation, donc ils se sont incarnés, sont repartis, sont revenus, sont partis, etc., etc. Et donc, ils ont terminé et ils sont passés ensuite guides spirituels. Ils ont cette sagesse et cette connaissance de la vie humaine, et c'est pour ça qu'ils peuvent nous accompagner au mieux. Et les maîtres ascensionnés aussi sont des personnes qui ont vraiment vécu, hein, et qui ont une forte énergie de l'autre côté. D'accord. Bah, merci pour ces éclaircissements. Alors, du coup, j'imagine que si t'es pas... comment je pourrais dire ça? Parce que là, le vocabulaire que tu emploies, les concepts, ça renvoie quand même beaucoup à notre culture, à nous, judéo-chrétienne, quoi, voilà. Ouais, tout à fait. Et si je suis, j'en sais rien, shintoïste, si je suis un chaman au fin fond de l'Amazonie, j'ai pas forcément les mêmes références. Du tout, non. C'est pareil, du coup Alors, c'est pareil, oui et non. Par exemple, je vais prendre l'exemple du chaman. Alors, j'ai une discussion justement avec une amie qui est chamane, et je lui dis, mais quelle différence on fait finalement entre la médiumnité et le chamanisme? Parce qu'on a une mission finalement qui est quasi commune. Le médium va communiquer avec des défunts, eux communiquent avec des ancêtres. Donc, on est quand même sur des choses assez similaires, mais avec des protocoles qui sont différents. Avec donc des façons de faire différentes, et aussi avec des croyances différentes. Donc le chaman, lui, va peut-être plus s'adresser à ses propres ancêtres, à la médecine ou à l'énergie d'un animal en particulier, ou l'énergie de la forêt, de telle plante, etc. Nous, on va effectivement plus travailler avec les énergies des âmes, des défunts, des anges, des archanges, etc. On va chacun avoir nous-mêmes, en tant que médium occidental, je vais dire, nos propres façons de travailler. Moi, je te dis, les anges, je les connais pas. Alors que j'ai une amie, elle a écrit un bouquin sur ça, parce que les anges et les archanges, ça lui parle énormément. Alors, et pourtant, elle a fait ça de manière très décomplexée. D'ailleurs, elle a créé aussi un oracle comme ça, très ouvert, tu vois. Donc, elle récupère ces énergies-là, mais elle les sort un peu du contexte judéo-chrétien pour être vraiment à la portée de tous, alors, j'aime pas ce terme, mais vulgariser, vraiment être le plus ouvert possible à tout un chacun, qu'on soit croyant ou pas. Et ça, je pense que de toute façon, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre, parce que quand on fait des contacts défunts, la plupart du temps, ils nous le disent. Il n'y a pas... tout est valable, que ce soit Jésus ou moi, voilà. Mais en réalité, il y a une énergie, et c'est une énergie d'amour.
Donc, quel que soit le nom après qu'on va donner, on va tous fonctionner avec cette énergie-là. Donc, quand moi j'appelle mes guides spirituels ou quand le chaman appelle ses ancêtres, on appelle une énergie plus grande que nous à nous répondre. Et finalement, est-ce que c'est vraiment important de mettre un nom ? C'était un peu le sens de ma question, en fait. Tu abordes, tu entres en contact avec une énergie quelconque que tu abordes à travers le prisme de ta culture. C'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord, ok. Alors, il faut savoir même qu'en tant que médium holisticienne, maintenant, moi, je travaille aussi avec les âmes, puisque je travaille avec les liens karmiques, les vies antérieures, mais je travaille aussi depuis quelques années maintenant avec la cellule, les mémoires cellulaires, tu vois, donc tous ces espaces mémoriels. Là, c'est pas mes guides qui viennent me parler, tu vois, c'est vraiment l'âme qui me transmet elle-même des informations énergétiques qui sont ancrées, engrammées dans chacune des cellules du corps de la personne. Donc on serait plus sur le versant scientifique et l'épigénétique que le versant de la croyance, voire de la foi chrétienne ou judéo-chrétienne, tu vois. Donc on va avoir un panel qui de toute façon est de plus en plus large. Ah, c'est ça. Ok. Bon, et ben alors merci pour ce cadrage théorique et que je pense que c'est important de le faire. Alors pour parler, pour être un peu plus concret maintenant, quand quelqu'un vient te voir en séance, comment ça se passe ? Est-ce que toi tu te prépares avant ? Est-ce que je sais pas, tu suis un protocole pour te mettre en condition ? Comment ça se passe ? Alors, au tout début de ma pratique, donc il y a 15 ans, c'était ça. J'allumais une bougie, je préparais mes pierres, je faisais un genre de prière, pas catholique ou chrétien, mais tu vois, je demandais à être protégée, j'essayais de visualiser mes guides, etc. Et en fait, en avançant avec le temps, maintenant, je ne fais plus rien, entre guillemets. C'est-à-dire que je n'allume plus de bougies. Les pierres, ça dépend des moments. Si je sens que j'ai besoin de la fluorite pour me concentrer ou la labradorite pour me protéger, parce que je suis lithothérapeute, donc j'ai quand même cette attirance vers les pierres. Donc ça peut m'arriver de les utiliser, mais finalement c'est assez rare. Et donc la seule chose que je fais quand je me prépare, je prends mon cahier, mon stylo, et je note, si je prends l'exemple d'un contact défunt, le nom, prénom de la personne, sa date de naissance, de décès, quand j'ai ce genre d'éléments. Pour moi, c'est ce que j'appelle alors c'est une signature vibratoire, donc ça me permet moi de faire ce que j'appelle l'entonnoir. Je me connecte avec l'intention à cette personne-là et personne d'autre. Ça évite d'avoir des entités qui vont venir voir la lumière et vont dire on peut venir. Le but du jeu étant de faire la séance avec Richard et pas avec Madeleine et Marguerite et machin. Donc, si je prends l'exemple d'un contact défunt, mais que ce soit en voyance ou en lien karmique ou autre, j'ai pas spécifiquement de préparation. C'est vraiment l'intention qui est posée dès l'inscription de la personne sur sa séance. C'est-à-dire que l'intention de la personne joue pour beaucoup aussi, bien sûr. Et donc, l'intention que je pose moi aussi lorsque je le note dans mon agenda. Et c'est tout un processus, en fait, qui n'existe pas dans l'espace-temps. C'est-à-dire que même s'il se passe 15 jours entre je pose mon rendez-vous et je viens au rendez-vous, tout est déjà en mouvement. Et donc, quand arrive l'heure du rendez-vous, même quand il est décalé, si je suis malade ou la personne ne peut pas être là, ça a toujours un sens. Et donc, ça se fait au moment où ça doit se faire. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai plus forcément de protocole particulier. C'est vraiment juste dans l'instant, avec l'intention de la personne et la mienne. Protocole, ça sert à te rassurer, en fait. Voilà. J'adore faire ça en formation, tu vois, je vais reprendre mes formations en mars et j'adore faire ça, c'est un petit peu c'est un petit peu méchant peut-être. Je fais faire la liste, alors je dis qu'est-ce que vous connaissez comme protection ? Alors ils me font toute une belle liste qui n'est pas fausse pour autant, attention, je ne renie pas tout ça. Et à la fin, je barre tout et je leur dis, alors je spoil un peu, désolé pour ceux qui viendront en formation avec moi, mais je dis, vous n'avez pas besoin de tout ça.
C'est vraiment l'intention qui prime, parce que quand tu allumes ta bougie, tu poses l'intention d'être protégé. Quand tu prends ta pierre, tu poses l'intention de monter en énergie. Quand tu mets un cercle du sceau de Métatron, tu poses l'intention de monter en vibration. Tout est question d'intention. Ah, c'est ça. Tu crées un contexte autour de toi qui fait que... Moi, ce que En je dis conscience. souvent, et je me fais souvent... Enfin, ça donne lieu à des échanges un peu houleux. C'est que je dis, non, mais enfin... Le gros sel, c'est, je dis ça pour rigoler, mais je dis que c'est un complot qui est organisé par les marchands de gros sel pour te faire croire que ça te protège. C'est Guérande. En fait, ça sert à saler l'eau de tes pattes. Et après, si tu veux être protégé contre quoi que ce soit, travaille sur tes peurs. Exactement. Comme ça, t'es indépendant, tu dépends pas d'un paquet de gros sel, et un jour, si tu l'oublies, comment tu fais? Ouais. Et tu fermes la porte à tout un tas de croyances qui vont t'encombrer l'esprit. Et qui au final vont pas te servir à grand chose, quoi. Voilà. Mais je vais donner une anecdote. Alors, bon, il faut savoir que sur mes séances de contact défunt, j'ai une particularité, c'est-à-dire que toutes mes séances sont enregistrées. Elles sont pas toutes diffusées sur YouTube parce que y en a qui restent privées, mais pour celles, enfin bon, mais sur toutes mes vidéos, privées ou diffusées, on entend la voix des défunts, que ce soit une fois ou 50 dans la séance, on les entend. Et la première fois que ça m'est arrivé, donc je réécoute la bande et là j'entends oui. J'ai paniqué. Pourtant j'étais déjà médium, mais vraiment ça m'a mis en panique et je me suis dit j'avais oublié d'allumer la bougie. Et non mais écoute bien, j'ai pris mes gosses, je suis partie de chez moi tellement j'avais peur. Ridicule. À l'heure d'aujourd'hui j'en ris. Mais vraiment, j'étais paniquée et je me suis dit, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Et donc, j'étais dans ces croyances de les défunts peuvent envahir mon environnement, ils peuvent... Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais effectivement, tout est question de vibration. Plus on va vibrer haut, moins on va être embêté par des énergies qui sont plus basses. Et si on est malade, on n'est pas bien, on est machin... Là, on va descendre en énergie et on peut capter ce genre d'énergie. Mais... Donc, tout est question d'intention, d'allumer sa bougie ou pas. Cela dit, c'est vrai que les interviews que tu diffuses, on entend des voix. Et j'ai réécouté il n'y a pas très longtemps l'interview qu'on avait faite ensemble précédemment, quand tu m'avais interrogé. Et à un moment donné, tu m'as dit hey, t'entends, là, il y a un truc. Là. Et c'est vrai que derrière, ça parle. J'avais réécouté ça, parce que je me disais, mais c'est vrai, en fait, il y a ces trucs-là, c'est assez étonnant, hein, c'est assez surprenant quand même, hein, pour les gens qui sont curieux de ça. Moi, je vous invite à aller à regarder justement tes interviews sur YouTube. Hein, c'est vraiment saisissant. Alors, dans le concret, quand tu es en séance, comment alors du coup tu reçois les informations? Comment est-ce qu'elles t'arrivent? Est-ce que tu es clairaudiente, clairvoyante? Est-ce que tu sens des sensations physiques quand, par exemple, tu fais un contact défunt? Est-ce que tu sens physiquement la présence d'un défunt? Est-ce qu'il te fait sentir ses émotions? Comment ça se passe? Alors moi j'ai le pack complet. Donc il faut savoir qu'on n'a pas que la clairvoyance et la clairaudience, hein. Il y a d'autres clairs, d'autres canaux qui peuvent s'ouvrir, et en fait on en a 8. Donc je vais pas spoiler là non plus, mais on a par exemple le goût, on a le toucher, on peut avoir les émotions, donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Quand je suis en séance, celui qui est le plus ouvert, ça reste quand même la clairaudition, la clairaudience. J'entends, voilà. Donc j'entends. Souvent les gens me disent moi j'entends rien. Et en fait, on n'entend pas comme nous on se parle. C'est très rare. Moi en 15 ans de médiumnité, je sais pas, j'ai peut-être dû entendre 20 fois comme ça. Ouais, moi ça se compte en 15 ans. Mais ouais. Donc où vraiment là je me retourne, j'ai vraiment l'impression qu'on a parlé dans la pièce, mais sinon c'est dans notre tête. Donc c'est une voix qui arrive ou une pensée qui s'impose. Encore un petit peu différent, c'est la claire connaissance, mais c'est pas grave, on va les mêler tous les deux. En fait, c'est ça, c'est une clairaudience interne. Ouais. Et donc alors oui et non. La claire connaissance, c'est une clairaudience interne. La clairaudience, on peut entendre la voix. Des fois, je dis c'est une voix rock, j'entends bien que c'est pas ma voix, quoi.
Ouais. Ou c'est une voix féminine, masculine. Enfin, j'entends bien que c'est pas ma voix. La dernière fois, j'entendais la voix de quelqu'un qui a eu une trachéo. C'est très spécifique. C'est particulier. Voilà, c'est quelque chose que tu peux pas. Tu vois, c'est pas ta voix, c'est pas ta façon de parler. Donc, tu sens bien que ça vient d'ailleurs. Donc, ça donne cette impression-là. Si les gens veulent tester, là, vous fermez les yeux, vous posez 30 secondes, et en fait, vous repensez au dernier appel téléphonique que vous avez eu. Donc là, vous allez vous remémorer. C'était quand? Avec qui? Ah oui, c'était telle personne. Voilà ce qu'on s'est dit. Et donc, votre cerveau, là, il est en train de vous faire réécouter ou vous souvenir de votre échange téléphonique. Bah, ça donne ça. C'est-à-dire que ça arrive dans notre tête comme un souvenir, mais ça n'est pas un souvenir. On sait que ça ne nous appartient pas. Donc là, le plus développé chez moi, c'est celui-là, la clairaudience. C'est ce qui me permet aussi l'écriture intuitive. C'est un outil que j'utilise énormément. Et la clairvoyance, où je vois les défunts. Alors, je les vois pas, c'est très rare, pareil, que je les vois vraiment comme s'ils étaient là. Souvent, c'est ce que j'appelle dans mon sas médiumnique. C'est un espace, finalement, médium, entre nos deux espaces vibratoires. Et donc, où on va communiquer ensemble, où je vois la personne qui est là et qui interagit, qui me montre des choses, qui va me montrer parfois des scènes. Donc les scènes, c'est pareil, comme si je voyais un film, ou je me souvenais d'un film. Ça, c'est vraiment les deux grands canaux que j'utilise le plus en médiumnité. Mais je me souviens d'une anecdote très particulière. Je me souviendrai toujours, 15h, 15h30. Et j'ai un goût d'œuf mimosa, un goût d'œuf dans la bouche. Je n'ai pas mangé d'œuf dans la journée. Et je dis à la personne, là, c'est le choix que tu fais en tant que médium. Je le dis ou je le dis pas? Eh oui. J'ai un goût d'œuf. Et là, la personne me dit, ah bah c'est ma grand-mère. Elle mangeait des œufs mimosa midi et soir, tous les jours. Tu ne peux pas l'inventer non plus. Tu vois, donc là, c'est la défunte qui ne savait peut-être pas forcément passer par un autre canal, qui m'a montré ça. J'ai transmis, parce qu'il faut oser transmettre ce genre d'infos qu'on peut juger comme ridicule, voire inadapté, ou si on n'a pas assez connaissance de son corps aussi, on va se dire c'est moi qui digère mal, alors qu'en fait pas du tout. C'était vraiment une information qui m'était transmise. Ça reste subtil parfois quand même. Il faut vraiment être à l'écoute de soi. C'est un vrai travail sur soi au quotidien, vraiment. C'est ça. Alors pourquoi on vient pour quelle raison on vient te consulter? Vraiment, initialement, c'était surtout pour de la voyance et de la médiumnité. C'est toujours le cas. C'est toujours le plus gros de mon travail. Des gens qui ont besoin de faire le deuil, ou des gens qui ont envie d'avoir des nouvelles de leurs défunts, qui ont envie de savoir si la personne est bien de l'autre côté. Certaines personnes ont besoin de réponses. Et alors souvent, elles ne posent pas les questions, parce que les défunts répondent avant. Je viens d'avoir une séance et la dame me dit c'est exactement ce que je voulais savoir. Elle ne m'a rien demandé. Quand je fais une séance, je ne demande aucune information. Je veux pas qu'on me pose de questions, qu'on me dise quoi que ce soit, il est mort de ci, de ça. Je veux rien savoir. Et pareil, le défunt, je ne lui demande rien. C'est lui qui me transmet les infos et je partage. Et voilà, je respecte aussi beaucoup leur intimité, c'est important pour moi. Donc voilà, mon travail, j'étais éducatrice spécialisée avant, c'est vraiment toujours l'accompagnement des personnes pour leur mieux-être. Alors ça peut passer par une médiumnité, ça peut passer par une voyance, qui est quand même beaucoup d'écoute et de réassurance. Ça peut passer par un soin énergétique, ça peut passer par un lien karmique, une vie antérieure, ou de la vente de lithothérapie, de bijoux de lithothérapie. Mais la base de mon travail, c'est toujours le mieux-être de la personne. Et c'est pour ça que, du coup, j'utilise ce terme de médium holisticienne. Quand tu fais un contact défunt, voilà, les défunts t'envoient des messages. Est-ce que derrière tout ça, tu as une espèce d'enseignement qu'ils voudraient nous transmettre? Toujours. Je ne ressors jamais d'une séance de contact défunt sans un minimum d'enseignement. Toujours. C'est-à-dire que soit c'est vraiment un message qui est très personnel, tout à fait
diffusé pour la personne, mais qui peut être entendu par tout à chacun. Par exemple, de prendre soin de sa santé, voilà, si je donne un exemple comme ça. Mais on pourrait se dire, bah oui, c'est vrai, bon. Soit c'est vraiment des messages universels. Là, j'en ai encore eu un tout à l'heure et j'ai dit à la dame, donc il va garder, elle, sa séance privée, mais je l'ai déjà prévenu, j'ai dit ce message-là, je le diffuserai de manière anonyme, mais je le diffuserai parce qu'il mérite vraiment d'être entendu. Donc, c'est aussi le rôle des défunts. C'est pas seulement de nous rassurer, de nous faire un petit coucou, ça va, je suis bien, t'inquiète pas. C'est aussi de transmettre. C'est aussi de partager. Et de partager leur nouvelle sagesse, j'ai envie de dire. Parce que quand ils arrivent de l'autre côté, ils font un genre de feedback, ils font le point sur leur vie. Et donc, du coup, ils comprennent des choses. Et donc même, quelle que soit l'évolution du défunt de l'autre côté, ils ont toujours des choses à nous transmettre qui sont de l'ordre de l'enseignement. J'ai écrit un ouvrage d'ailleurs en reprenant des messages de défunts. Donc j'en ai écrit 2. Alors, Recueil de l'au-delà, merci de le présenter. Merci infiniment. Mais j'ai aussi écrit Un défunt qui vous veut du bien. Et dans ces 2 ouvrages, il y a vraiment des messages qu'on pourrait surligner et relire, qui sont vraiment... D'ailleurs, dans un défunt qui vous veut du bien, il y a une défunte qui parle non pas de l'humanité, mais de l'âme-unité. Et je trouvais ce jeu de mots extraordinaire. Et voilà, elle transmet des messages, effectivement, pour cette âme-unité, cette humanité. Ouais, c'est ça. Et bah justement, tiens, dans le bouquin là que que je suis en train un peu de bouquiner, il y a des passages qui sont vraiment... Alors, juste pour pas perdre les gens qui regardent, en fait, c'est des messages que tu as canalisés, hein, c'est ça, hein. En fait, ce sont des gens qui m'ont demandé des nouvelles de leurs proches, non pas par une séance de médiumnité, mais par écrit. Voilà, les séances écrites sont possibles. Et donc, j'ai conservé toutes ces séances et j'en ai fait un recueil, parce qu'effectivement, on retrouve toujours de l'enseignement dans ces messages. On retrouve toujours des choses qui vont nous parler à nous, alors qu'initialement, elles ne nous étaient pas destinées personnellement. C'est ça, et c'est toujours des messages qui tombent à point nommé, quoi, vraiment la bonne parole qui arrive quand ça va pas, et t'as des messages qui sont mais d'une profondeur parfois, alors que quand toi t'es médium, bon, tu transmets ça va pas forcément te parler, même si le message en soi est quand même non, mais parler par rapport à ton histoire, ce que toi t'es en train de vivre en ce moment, quoi, tu vois. Mais alors la personne qui reçoit un message comme ça, enfin, c'est souvent à chaque fois bouleversée, hein. Ouais. Là, la séance qu'on vient de terminer, la dame était en larmes et elle me disait merci. Je me souviens d'une dame aussi, elle me dit, écoutez, alors attention, c'est en toute humilité, mais je trouve que c'est un beau partage. Elle me dit, ça fait plus de 10 ans que je vois une psychothérapeute parce que je n'arrive pas à faire le deuil de ma maman. Elle me dit, là, en une séance, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Elle avait eu les messages de sa maman, elle se sentait rassurée et c'est tout. C'est passé. Ouais, c'est ça. Extraordinaire. Enfin, c'est le but. C'est vraiment mon but à moi, c'est le mieux-être, c'est l'accompagnement au deuil, mais aussi dans la voyance, voilà, au bien-être, à l'avancée aussi personnelle. Attention, hein, des fois, je transmets des messages, que ce soit des guides, parce que j'ai aussi écrit des recueils de messages célestes. Ou de défunts qui remuent un petit peu, hein, qui nous bottent un petit peu les fesses parfois, hein. Mais c'est qu'on devait le recevoir à ce moment-là. Alors toujours dans la séance, on va peut-être aborder, dans le déroulé d'une séance, on va peut-être aborder une question un peu éthique. Est-ce que tu dis tout aux personnes que tu reçois, ou est-ce qu'il y a des informations que des fois tu dis non, ça je vais pas le dire? Comment tu fais? Alors, pour moi, je dis ou je dis pas, voilà. L'éthique et la déontologie, c'est important que tu évoques ce terme, sont hyper importants. Dans les formations que je fais, j'en parle toujours et j'ai même préparé, j'ai une formation spécifique sur ça. Parce que pour moi, c'est essentiel. Dans la pratique, on ne peut pas faire sans. Et donc, effectivement, je dis ou je dis pas, c'est toujours la grande question. Alors, je vais reprendre cette question-là dans 2 situations. Celle que tu m'as posée précisément, donc, moi je dis toujours. Je cherche parfois mes mots,
Je cherche parfois la façon dont je vais le dire pour que ça soit un peu apaisé, atténué ou en tout cas compréhensible et pas violent, parce que des fois, le dire comme ça peut être un peu brutal. Une fois, je me suis dit, oh, non, je peux pas dire ça. C'était un monsieur, sa femme était venue donc en séance de contact défunt. Bon, c'était un peu houleux, je trouve, dans leur couple et dans leur relationnel. Et je sais plus le terme exact, mais par exemple, il me semble qu'il m'avait dit non, mais de toute façon, elle est casse-couille. Je me suis dit, on doit dire ça, tu vois. Excusez-moi d'ailleurs pour le vocabulaire, mais c'était vraiment un mot, voilà. Et donc, je l'ai transformé en disant, bah, je ressens que, voilà, c'était un petit peu tendu entre vous deux, parce que je me voyais pas dire ce terme-là. Ah bah, de toute façon, il disait toujours que j'étais casse-couille. Bon bah voilà, comme ça c'est clair. Merci. Et voilà, tu vois, je n'ai pas eu à le dire, mais effectivement, ça a résonné. C'est la seule fois dont je me rappelle où je me suis dit, non, je peux pas dire ça. Tu vois, une dame qui est là en train de pleurer le deuil de son mari, c'est un petit peu compliqué. Mais Ouais, sinon, effectivement, je cherche la façon de le dire, mais je le dis. Je fais pas de complaisance. Donc dans les voyances, c'est pareil. Je vais pas dire oh, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Non, on prend la responsabilité de ce qu'on a à vivre et de comment on doit le vivre. Je peux accompagner, je peux guider, je peux pointer du doigt ce qui est à travailler, mais je vais pas faire semblant que tout va bien aller. Ça va servir à rien. il y a des sujets que tu veux pas aborder, du type la maladie, si tu vois qu'il va y avoir un décès, enfin j'en sais rien, quelque chose comme ça. Alors moi, il y a 2 choses que je veux pas aborder, la santé et la maladie. Je vais y revenir, mais je voulais revenir sur la fin, c'est-à-dire que là, j'ai donné l'exemple de en séance, mais des fois, il y a des gens qui me disent, ben, j'étais, je sais pas, à une réunion entre amis ou au boulot, on m'a donné un message, je le dis ou je le dis pas. Tu vois, il y a aussi ces moments-là où on n'est pas du tout en séance et on reçoit des infos. Je le dis, je le dis pas. Alors, personnellement, je le dis. Pareil, je vais trouver la façon de le dire, etc. Mais parce que si on me le... Moi, je me ferme. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai mes horaires de bureau. Le reste du temps, les défunts, vous reviendrez. Et donc, cette main, ouais. s'ils sont là, c'est que c'est urgent, c'est que c'est important pour la personne de l'entendre. Donc, voilà, je le dis. C'était pour finir sur cette question-là. Donc, ouais, santé, maladie, mort. Alors, une fois ou 2, on m'a évoqué la mort de quelqu'un. J'ai pas su le dire clairement. J'ai pas osé le dire clairement. J'ai senti qu'il était nécessaire de garder encore l'espoir. Donc, je sais plus comment j'avais formulé ça, mais j'avais dit, ouais, on voit que ça va être compliqué avant la fin de l'année. Bon, c'est quelqu'un qui était en fin de vie de toutes les façons, mais ça, les gens, je sentais qu'ils avaient encore besoin d'avoir la famille avait encore besoin d'avoir de l'espoir, et des fois, ça permet de garder un petit peu plus longtemps. Donc, j'ai fait ce choix-là. La mort, souvent, on me la montre pas, donc j'ai pas trop à tergiverser sur ça. La santé, c'est rare qu'on m'en parle parce que je ne veux pas le traiter. Je ne suis pas médecin. Il est hyper important aussi de rester à sa place. Exactement. Mais quand on me donne l'information, c'est qu'elle est nécessaire. Et je me souviens d'une dame à qui j'ai dit, écoutez, vraiment là, je sens que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Elle comprenait pas trop. Je dis, voyez votre médecin, je sais pas, faites faire un petit bilan, on sait jamais. Et ils lui ont découvert une maladie qu'elle aura toute sa vie de toute façon. Et son médecin lui a dit, vous pouvez remercier votre voyante parce que ça a été pris tôt. Ouais. Et bon, ça c'est une fois, hein, attention, c'est sur 15 ans, mais j'étais contente. Je me suis dit, cette dame, elle va pouvoir avoir un traitement médicamenteux pour pouvoir, pouvoir stabiliser la maladie le plus longtemps possible, quoi. Alors qu'elle avait aucun signe, rien du tout. Physiquement, elle n'avait rien. Et je lui dis, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, ça va pas. Donc voilà, quand j'ai les infos, je les donne. Mais sinon, de manière générale, et une chose aussi sur laquelle je suis intransigeante, c'est je ne réponds pas aux questions qu'on peut me poser pour d'autres personnes. Ça, souvent, les mamans ont tendance à dire, vous pourriez me dire si mon fils va retrouver du travail ou s'il va quitter ma belle-fille, parce que franchement, ils ne s'entendent pas du tout. Moi, je ne réponds pas. Si le fiston a besoin de réponse, il vient me voir Exactement. personnellement.
chacun sa route, chacun son chemin, comme dirait l'autre. Hein, donc... C'est de l'éthique, c'est de la déontologie, c'est important de respecter l'être humain qui ne m'a rien demandé et qui n'a pas forcément envie de savoir. C'est ça, exactement. J'aimerais qu'on aborde maintenant ensemble la question de l'impact personnel et les difficultés que tu as pu rencontrer par rapport justement à tes capacités quand elles se sont révélées à toi. Comment ça s'est passé le jour où tu as dit à tout le monde bon ben voilà, je suis médium. Est-ce que c'était dur? Est-ce que... Bon, bah, vu ma tête, je crois que tu as compris un peu. Ça n'a pas été simple avec tout le monde. La chance que j'ai eue à l'époque, c'est quand même que c'est mon ex-mari qui a évoqué le sujet en premier. Hein. Et lui croyait à ça. Hein. Donc, il n'était pas versé là-dedans du tout. On n'avait jamais parlé de ce sujet-là, mais lui n'y était en tout cas pas fermé. Donc, j'ai pas eu de moquerie, j'ai pas eu, au début en tout cas, voilà. Quand ça a pris de l'ampleur, là, ça devenait plus compliqué pour lui de suivre. Quand il a été question du karmique, des vies antérieures, etc., là, c'était un petit peu plus difficile, ce que je peux tout à fait comprendre. Au niveau de mes enfants, mon deuxième, j'avais que ma première et mon deuxième à l'époque. Mon deuxième avait 1 an, donc il a grandi là-dedans. Ouais. Et la première avait 9 ans, donc elle était encore enfant. J'ai jamais, au niveau de mes enfants, maintenant le dernier a 7 ans, je les ai jamais obligés à quoi que ce soit. J'en parle pas. Je veux dire, s'ils m'en parlent, je leur réponds, mais j'ai pas. Je veux dire, je ferme mon boulot, j'ai ma vie ordinaire de maman, de femme, voilà. Mais ils ont eux-mêmes développé, voilà, des capacités chacun un petit peu différentes. Donc, quand ils me questionnent sur ça, je leur réponds, mais je ne vais pas les pousser là-dedans. Au niveau de mon entourage un petit peu plus large, donc familial, alors amical, ça a été très très bien accepté, d'autant que bon, on m'a un peu poussé là-dedans, parce que c'était des gens qui étaient un petit peu là-dedans aussi, donc ça les intéressait, et ils m'ont beaucoup aidé, hein, une amie en particulier. Et au niveau familial, bon, ma maman, elle l'a accueilli. Voilà. Au niveau de mes sœurs, ça a été mitigé. Une, pas du tout. Les autres, oui, au contraire. Et au niveau des oncles, des tantes, des grands-parents, là, ça a été compliqué. Ça l'est toujours. Ah ouais. C'est pas un sujet qu'on va évoquer. On a fait une cousinade l'été dernier. Et une dame qui me dit... donc de famille avec une de mes tantes, elle me dit « Comment ça, t'es médium ?» Je le savais pas, bah, comment ça se fait que je le sais pas? Parce que ça fait quand même 15 ans. Ah ouais. Là, je dis parce que c'est pas trop apprécié dans la famille, donc voilà, on n'en parle pas, moi j'insiste pas, quoi. Mais bon, ça a effectivement pas forcément été tout. Alors là, je parle de ma famille maternelle. Famille paternelle, ils sont beaucoup plus ouverts à ça et ça a été beaucoup plus souple. Mais maintenant, j'impose rien. Donc, quand on est en réunion, en discussion, en repas, moi, je parle de la vie en général et je cherche pas à convaincre qui que ce soit. Pourquoi c'est pas évident hein, d'assumer un métier comme ça dans une société qui se dit cartésienne, en tout cas, enfin, en tout cas, terre à terre, quoi. Hein. Ça s'ouvre de plus en plus. Hein. En 15 ans, je vois quand même l'ouverture. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé ce groupe Tester Entraide, pour que les gens qui ont besoin de se tester, mais voilà, dans leur entourage, c'est un peu compliqué, et qui ont besoin d'en parler et d'être entourés d'autres personnes où on ne se sent pas fou, parce que c'est quand même un petit peu comme ça parfois qu'on est perçu. Moins maintenant, mais à une époque. Et donc, ces groupes sont importants, ces groupes de partage, de discussion, et puis comme tu dis, on crée des liens parfois très, très particuliers avec une ou plusieurs personnes, et vraiment, c'est aidant dans notre évolution spirituelle. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Comment tu gères le côté émotionnel de tes consultations comment ça se passe? Il y a des séances qui nous touchent plus que d'autres. Je me souviens, c'était être ressorti d'une séance en larmes parce qu'il s'agissait d'un défunt, un monsieur qui était décédé dans un crash d'avion, qui partait rejoindre sa compagne. Et ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit, c'était pas prévu comme ça. Enfin,
Et je me suis dit, voilà, la vie, elle tient pas grand-chose. Des fois, des changements, des synchronicités, des trucs qui sont prévus ou pas prévus. Et je me souviens que cette séance, elle m'avait énormément émue. Là, je suis sortie d'une séance où je pleurais. Et puis d'autres fois, c'est complètement l'inverse. Je suis très remplie d'énergie. C'est vraiment différent. Par contre, ça ne dure pas. Ça, je ne me laisse pas plomber, entre guillemets, par des émotions. D'ailleurs, quand je pleure, c'est jamais vraiment négatif, tu vois, c'est plus de la prise de conscience, c'est plus du rappel que la vie est fragile, qu'elle est importante, qu'on doit prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est plus dans ce sens-là, tu vois, c'est plus voilà, ce côté rappel de la fragilité et de l'importance de la vie. C'est jamais vraiment par tristesse, en fait. Ouais. Et au contraire, je suis plus souvent boostée et en joie. C'est plus ça. Et je suis dans la gratitude aussi de ce qui nous est transmis. Je trouve que j'ai énormément de chance de recevoir tout ça, quoi. C'est parce que tu es à ta place, en fait. C'est ce que m'a dit la dame précédemment. Donc 2 fois aujourd'hui. Merci. Bah voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça a changé chez toi de découvrir tes capacités, de les assumer? Quasiment tout, parce que quand je me replonge il y a 20 ans, je vais dire, en arrière, j'étais quelqu'un de beaucoup plus stressé, tu vois, il fallait que tout soit carré, etc. Là, j'ai beaucoup travaillé sur le lâcher-prise. Je pense que je suis sur un summum de lâcher-prise, si tu veux, qui est quand même pas mal. Donc voilà, une plus grande ouverture aussi, ouverture d'esprit, alors que je pensais déjà être très ouverte d'esprit. Je travaillais dans le handicap et bon, tu te dis, ben, t'es quand même ouverte à pas mal de choses et au final non. Donc beaucoup de travail sur moi-même aussi, pareil, alors que j'ai fait de la psychosociaux, où tu te dis, bah, je travaille sur moi, sur le développement personnel, la communication, et en fait c'est un travail de toute une vie. Et là, je vois que je travaille d'autres couches, d'autres manières aussi sur moi. Et puis bon, bah, j'apprends énormément, enfin des choses que j'aurais jamais imaginé ou pensé possibles. Notamment les vies antérieures. Ça a quand même beaucoup changé ma vie et ma perception de la vie à l'heure d'aujourd'hui, quoi. C'est ce qui me permet aussi, je pense, de pouvoir lâcher prise ou voir les choses sous un autre angle. Forcément, tu vas désacraliser certains événements de vie en disant, bon, ben, peut-être que c'est en lien avec ça, ou ça permet de déculpabiliser. Alors, sans se dire, oh, c'est pas de ma faute, parce qu'il faut prendre sa responsabilité dans cette vie-ci, hein. Mais il y a quand même des choses où tu te dis, bon, il y a un impact qui arrive de on ne sait pas où. Voilà. Et des fois, on s'en fout de le nommer. Et donc, ça permet quand même d'avoir un regard différent sur la vie et sur la mort. Je n'ai pas peur de perdre quelqu'un. Bon, alors, pour mes enfants, c'est quand même un petit peu différent, mais j'ai toujours cette chance. Je sais que ma maman a eu une maladie très, très grave. Et par quelle chance, on ne sait pas, mais elle en est sortie. Et c'est pas que j'avais pas peur de perdre ma maman, mais je savais que je la perdrais que d'une certaine manière, que j'avais la chance de pouvoir quand même l'avoir à mes côtés tous les jours si je le voulais par la suite, quoi. Là, j'ai des défunts, j'ai perdu des proches il y a bientôt 2 ans. J'ai la chance de les avoir régulièrement par message. Alors, c'est une perte sans l'être vraiment. Donc, tu abordes forcément la vie et la mort d'une autre manière aussi. Ah bah voilà. Beaucoup plus serein. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une question que je voulais te poser et puis que j'ai pas pu poser, mais c'est que en fait, quand tu contactes des défunts, tu te rends compte qu'en général, les messages, contrairement à ce qu'on peut voir à la télé où c'est toujours larmoyant, en fait, c'est vachement joyeux, plein d'allant, plein d'entrain, voire même des fois, on se marre bien, quoi. Ouais. Alors, sans vouloir manquer d'humilité, mais je pense aussi que c'est un de mes traits de caractère. Et une caractéristique de mes séances, c'est que j'essaie toujours de mettre beaucoup d'humour. Bon, je suis toujours très souriante, mais au-delà de ça, voilà, j'essaye de
de mettre de la joie dans la séance, d'aller vers la joie, même dans... Bon, il y a des messages qui sont un petit peu plus compliqués, hein, je dis pas le contraire, mais vraiment l'objectif c'est ça, c'est de reconnecter aux bons souvenirs, reconnecter aux bons moments, reconnecter les gens à leur lien, à ce qui fait que ils sont bien ensemble, et puis mettre une petite touche d'humour sur tout ça, et ça permet vraiment des séances beaucoup plus cool, quoi. Donc, beaucoup plus légères, ouais. Ouais, plus légère. Après, j'ai des séances aussi où les gens, forcément, ont de l'émotion. Hein. Là, la dame a fini en larmes, mais elle me dit, vous inquiétez pas, je suis pas triste. Elle me dit, c'est vraiment des larmes de bonheur, de retrouver. Là, c'était sa grand-mère. Elle me dit, je retrouve ce lien, ça fait du bien, ça me rend heureuse. Bon, que demander de plus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des larmes de libération, souvent. Parce aussi. Que je dis aux gens, moi, c'est plutôt les soins énergétiques, ma branche, mais... c'est ce que je lui ai dit, libérez-vous. Voilà, hein, vous n'êtes pas triste. Bon, on va approcher de la conclusion. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer qui découvre des capacités et qui aimerait pratiquer un peu? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un comme ça? Le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est de s'écouter. Parce que plus on va s'écouter, et mieux ce sera. C'est-à-dire que on va écouter son intuition, on va écouter son corps, on va écouter ses ressentis, et du coup, on va apprendre à laisser le mental de côté. On va aussi apprendre à laisser les perceptions des autres de côté, pour se centrer vraiment sur soi. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Et à se faire confiance et à leur faire confiance. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Je dis toujours, il y a 2 grands piliers entre lesquels tu peux mettre les formations, les savoirs que tu veux. Si tu ne les as pas ou s'ils sont brinque-ballants, tout ce que tu vas mettre à l'intérieur, ça va servir à rien. C'est le pilier de la confiance en soi, confiance en nos défunts, etc. Et le pilier du lâcher-prise. Je lâche suffisamment prise pour écouter ce qui m'est dit, je lâche suffisamment prise pour leur faire confiance et me laisser guider. Et donc au milieu, je peux mettre de la formation sur le pendule, je veux faire une formation pour devenir médium, pour faire utiliser les cartes. Je peux. Mais sans ces 2 piliers-là, qu'on ne peut travailler que par soi-même finalement, tout le reste au milieu, c'est un château de cartes qui risque de pas tenir, quoi. Donc... si on ressent l'envie, le besoin, l'attirance d'aller vers une formation, allez-y. Par contre, derrière la formation, utilisez vos savoirs. Parce que j'ai énormément de gens, je les vois avec plein de valises, tu vois. J'ai fait ça comme formation, et ça, et ça, et ça. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Je sais pas, j'ai pas encore trop confiance. Vas-y, quoi, teste. Ouais, non, à un moment Donc, donné... s'écouter, premier conseil. Hein. Et puis surtout, le deuxième conseil, c'est de se tester. C'est essayer, pratiquer, tester, tenter. On se trompe, c'est OK. Et si je me suis trompée, c'est essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est mon mental qui a pris le dessus? Est-ce que j'ai douté de moi? Est-ce que j'ai vraiment canalisé la bonne personne? Ou est-ce que peut-être j'étais sur l'énergie de quelqu'un d'autre? Enfin, toute erreur est apprentissage de toute façon. Exactement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à venir te consulter ou à consulter un médium? Ah, c'est pas la même chose. Si on hésite à venir me consulter, alors on ne vient pas. C'est-à-dire qu'il faut sentir le bon moment. Si tu hésites, c'est que c'est peut-être pas encore prêt à l'intérieur de toi d'entendre ce qui est prévu pour toi. Quand c'est le bon moment, on le sent, on le sait, on prend rendez-vous, ça se fait tout seul. Si on hésite, alors c'est que c'est peut-être pas encore le bon moment tout de suite, ou que je suis pas la bonne personne. Si on hésite à aller voir un médium en général, alors non. Alors si on hésite à aller voir un médium, on se dit je sais pas, j'ai des retours, mais je suis pas sûre, on n'y va pas. Si on a un doute, que ce soit envers moi ou envers quelqu'un, on n'y va pas. Soit on attend que ce soit le bon moment et on est sûr, on y va. Soit si on ne sait pas, on évite. Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui sent que ça ne va pas le faire. On s'en fout de la raison, ça va le faire. Par contre, quand on se sent hyper appelé par quelqu'un, on y va. Il faut apprendre à suivre la petite voix intérieure, il faut apprendre à suivre son intuition.
Et si on hésite à aller voir un médium de manière générale, je vais donner un peu la même raison, c'est que c'est peut-être pas encore le moment. Et après, il faut se poser la question du pourquoi. Est-ce que j'y vais par curiosité ou est-ce que j'y vais parce que j'en ai vraiment besoin? Ça vibre à l'intérieur de moi. Ça fait longtemps que j'y pense, ça revient. J'avais fait une petite vidéo humoristique sur le tourisme spirituel. Ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas, c'est les gens qui viennent faire une voyance alors qu'ils vont te balancer, bon non, ça me parle pas, non, non, c'est pas du tout ça. Bon, c'est des gens qui viennent là pour te tester, plus que pour avoir des réelles réponses. Ou les gens qui vont vouloir une séance de vie antérieure pour savoir s'ils ont été chevaliers ou princesses dans une autre vie. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. L'intérêt, c'est pas ça. Hein. Voilà. Donc, mais alors au tout début, quand on démarre, on peut avoir ce genre de public parce qu'en soi-même, on a des vibrations qui sont encore du doute, du manque de confiance. Plus on va avancer dans sa pratique, moins on va douter. Et donc, moi, ça m'arrive plus d'avoir ce genre de public. Parce que les gens me connaissent ou alors ils peuvent regarder aussi ce que je fais sur YouTube ou sur Facebook. Ils connaissent mon travail et donc ils sont attirés par telle ou telle séance parce qu'ils voient ce qui s'est passé dans la séance pour quelqu'un d'autre, que ça vibre pour eux et qu'ils ont envie d'avoir quelque chose de similaire pour eux, pour eux-mêmes. Alors, parmi tous les gens qui proposent des services de médiumnité, comment on fait le tri entre quelqu'un qui est pas sérieux et quelqu'un qui est sérieux, justement, quand on est monsieur et madame tout le monde et qu'on, je sais pas, on veut faire un contact défunt? Je pense que le bouche à oreille reste quand même le plus important. Donc c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on va aller voir un médium, qu'on va aller voir un kinésiologue ou une hypnothérapeute. Oh écoute, je suis allée la voir, t'aurais vu la séance, moi vraiment. Alors attention, ça peut parler à l'un et beaucoup moins à l'autre, hein. Mais on va de ce fait accorder un crédit de confiance plus facilement à ce praticien qu'à quelqu'un dont on n'a aucun retour. Pareil, on va accorder plus de confiance à quelqu'un qu'on peut voir comme ça en vidéo. On va ressentir finalement une vibration, une personnalité qui nous parle ou qui nous ressemble, des mots qui font écho. Et donc on va sentir qu'on se dit « Oh punaise, ouais, j'aimerais bien faire une séance avec lui. J'adore sa façon de travailler, j'aime bien comment il parle. » Des fois, même si on ne sait pas le verbaliser, on le sent. Hein. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux, tu vois, avoir quelqu'un soit qu'on peut visualiser comme ça, hein, le mieux ça reste quand même ça, soit quelqu'un qui nous est recommandé, conseillé. Après, sinon, il faut écouter son intuition, tout simplement. Hein, et voilà. Voilà, on en revient toujours au même. Ouais. Parfois, on écoute son intuition et on se trompe. Enfin, c'est pas qu'on se trompe. Et on est déçu. C'est OK aussi. Parce que parfois, ça nous permet de rebondir. On se dit, oh punaise, franchement, j'ai rien eu de ce que je voulais avoir, quelle que soit la séance. Bon, allez, je vais aller vers lui. Là, elle m'avait dit d'aller le voir. Bon, allez. Et c'est là qu'on va avoir vraiment les réponses dont on avait besoin. Donc, bon, on a sauté sur un premier trampoline pour arriver sur le deuxième. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, en fait. Hein. On a des sociétés dans lesquelles se tromper égale t'es nul, mais non, tu te trompes. Et c'est un moyen d'apprendre, et voilà, il faut mieux voir les choses comme ça. Il ne faut pas, si je peux me permettre aussi, il ne faut pas regarder le prix. Il y a des gens qui font ça gratuitement, qui sont géniaux, vraiment, qui ont vraiment une belle qualité de travail. Et il y a des gens qui font ça de manière beaucoup plus... ça peut nous sembler très onéreux, et pourtant, qui ont vraiment une qualité de travail aussi exceptionnelle. Donc... il ne faut pas se dire « Oh, c'est 5 €, donc c'est nul ». Ça peut être 5 €, mais quelqu'un qui se teste et qui a déjà des super capacités. Comme ça peut être, je dis n'importe quoi, 120 €, et pour autant, c'est pas ouf. Donc, voilà. Il ne faut pas vraiment se fier au prix en se disant « Oh, c'est 120 €, attends, c'est sûr, c'est que c'est bon, quoi. » Ou c'est 5 €, c'est que c'est nul. Il faut se fier aux autres avis, aux personnes que l'on connaît qui peuvent nous recommander, et surtout à son propre avis. Et si on peut voir la personne en vidéo, on va ressentir si on est appelé ou pas. Je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut fonctionner. Donc à l'intuition surtout quand même. Hein. C'est d'abord s'écouter. Quoi. Faut s'écouter, exactement. Je te laisse le mot de la fin alors.
Le mot de la fin, j'ai été très touchée par la séance que j'ai fait juste avant, où la dame me disait: Mélanie, vous êtes un cadeau du ciel. Vous êtes vraiment à votre place. Et je le répète pas par manque d'humilité, parce que justement, je crois que j'en ai pas souvent assez conscience. Et ça, quand on est thérapeute, on a très souvent ce problème de légitimité, du syndrome de l'imposteur, de je suis à ma place ou je suis pas à ma place, j'ai un diplôme, j'ai pas de diplôme. En médiumnité, t'as pas de diplôme, même si t'as fait une formation, ça reste toujours du subtil, ça reste toujours de l'interprétation. Et donc, avoir des retours positifs régulièrement, je trouve que ça valorise, mais aussi ça nous rassure et on se dit, je suis là où je dois être, quoi. J'aide des centaines, des milliers de personnes maintenant, des dizaines de milliers de personnes depuis 15 ans. C'est pas pour rien. Mon âme, elle avait choisi ce chemin-là. Je sais que même si parfois c'est compliqué pour moi en tant qu'être humain, elle a choisi ça, quoi. Donc pour toutes les personnes qui se lancent, qui sont déjà dedans, qui doutent parfois, c'est une reconnexion à soi permanente, perpétuelle. Et je pense que quand on a des doutes, c'est bien aussi de se fier au retour que l'on peut avoir pour se rebooster un petit peu. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Merci à toi, Mélanie. Merci beaucoup à toi, merci. C'est avec plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invité et à vous pour votre écoute. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des petites étoiles, à commenter, à partager sur vos réseaux. C'est le meilleur moyen de faire vivre ce podcast. Alors je rappelle que Frontières est disponible sur YouTube en vidéo et en audio sur les principales plateformes d'écoute. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous souhaitez soutenir le projet pour qu'il continue de grandir et de vous proposer ces entretiens, vous pouvez me donner un coup de pouce sur Tipeee, le lien est également en description. Alors on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. Salut. Comment je pourrais dire ça? Bon, ça va être coupé au montage, ça, mais... Non, mais fais simple. Ouais, parce que j'ai 15 questions qui m'arrivent en même temps, c'est pour ça. Ouais, voilà. Donc, couper, hop. Donc,